Merci Vincent de cette présentation parce qu'elle nous donne un tout petit peu le cadre général des enjeux des débats, parce qu'il n'y en a pas qu'un des débats sur la question religieuse en Europe. Et puis de là où nous sommes, nous, avec l'histoire et les rencontres que nous avons sur le terrain, pose un certain nombre de questions qu'il faut que nous essayions d'aborder dans le fond, d'abord pour savoir les choses à la lumière de l'histoire, ensuite à la lumière des enjeux, puis ensuite, dernier élément, à la lumière de ce que nous pouvons apporter, quelle peut être notre contribution à toutes ces questions-là. Alors, la première chose que j'aimerais mettre en évidence en termes d'introduction, c'est une dimension qui est plus historique que simplement structurelle ou institutionnelle. Parce que dans la présentation tout à l'heure, ce qu'on a entendu, c'est effectivement quelque chose qui est réel. C'est que c'est la nouvelle présence des musulmans, des citoyens européens de confession musulmane, qui fait ressortir un certain nombre soit d'anciens contentieux qu'on a pensé avoir réglés, d'anciennes questions qu'on a pensé avoir dépassées, soit d'anciennes dynamiques qu'on a pensé pouvoir mettre de côté, qui n'étaient plus importantes. En fait, on a pensé pendant un temps que la question religieuse était socialement et politiquement, j'entends dans l'espace social ou sur la place publique, n'était pas forcément importante, qu'on allait, avec le temps, pouvoir la dépasser, ce qui n'a jamais été vrai. On l'a pensé, on a tenu ce discours, parfois on s'est convaincu politiquement que parce qu'il y avait de moins en moins de visibilité de la présence chrétienne, ça voulait dire qu'il y avait de la foi chrétienne, ce qui l'un ne veut pas dire l'autre, et l'équation était un tout petit peu fausse. Donc, première des choses, c'est qu'on comprenne, nous, la réalité de la question religieuse à l'intérieur de l'espace, et qu'on fasse aussi attention à un certain nombre de réalités qu'il ne faut pas qu'on lise de façon un peu simpliste et simplificatrice. Alors, la première des choses, quand on parle de l'Europe, on ne parle pas simplement de l'Europe de l'Ouest. Si on parle de l'Europe, il faut considérer qu'on a l'Europe de l'Est. Or, il est une évidence, pour qui a visité les pays d'Europe de l'Est, que la référence religieuse est beaucoup plus importante, beaucoup plus gagnante, beaucoup plus présente qu'elle l'est en Europe occidentale. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas que nous regardions l'Europe uniquement par le prisme des discours qui sont français, belges, et même encore, il y a des différences entre français, belges, dans l'espace francophone, et la réalité de l'espace anglophone, par exemple. Dans un pays comme le mien, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui est sur le continent européen, vous avez à 100 km de différence des attitudes qui sont complètement différentes par rapport à la religion, entre Genève, qui est très près de la tradition française, et Fribourg, qui est vraiment très très ancré dans une tradition religieuse. Vous avez une présence qui est différente. Donc il faut faire attention. Nous, parfois, on est trompé par le prisme du discours dominant, de celui dominant au sens qu'il est le plus entendu et le plus médiatisé, et ça n'est pas ça. L'Europe, c'est autre chose. L'Europe, ça n'est pas c'est aussi moins audible qui constitue le quotidien des femmes et des hommes. Et ça a amené dans le discours politique aussi à poser des questions à un moment donné sur la question la question religieuse. Elle est revenue à un moment donné, l'expérience de la présence des musulmans, quand on a pensé à constituer la charte, ou ce qu'on a appelé la constitution européenne, eh bien, le fait religieux est revenu. Comment déterminer ce qui va constituer l'Union européenne, par exemple, ou ce qui fait le lion? Et donc il y avait une vraie question où un certain nombre d'acteurs, d'intellectuels, de politiques disaient, mais il est évident que ce qui fait l'âme de l'Europe, c'est la tradition chrétienne, et avec la tradition chrétienne, pour des réseaux historiques qui se comprennent, après la Deuxième Guerre mondiale, et bien la tradition juive. Mais c'était d'abord chrétien, parce que c'est une histoire qui est réelle. Alors, nul ne peut contester le fait qu'il y a bien de ça, il y a bien des racines. Mais ce pourquoi c'est venu à la surface, c'est parce que tout à coup, les racines pouvaient être contestées par deux dimensions, deux courants, ou en fait deux pôles qui sont apparemment contradictoires. Le premier, c'est un pôle rationaliste, sécularisé, et qui confond, et qui a confondu dans l'histoire de la sécularisation le fait de
séparer les autorités avec le fait de nier le fait religieux. Et donc vous aviez une longue tradition qui a été essentielle, mais pas seulement. Et puis vous avez d'un autre côté, parce que je disais tout à l'heure, l'arrivée des musulmans, tout à coup on se pose la question, attention, il faut réaffirmer les racines pour ne pas se laisser déchirer par deux pôles qui peuvent, dans lesquels, ou vis-à-vis desquels, ou par rapport auxquels, on va pouvoir y perdre son identité. Donc c'était tout le débat au niveau de la Constitution, rappeler les racines, et là par exemple, essentiellement, encore pas seulement, en disant mais non, il ne faut rien mettre de tout cela, il ne faut pas de référence religieuse. Et Delors, qui socialiste, a une tradition chrétienne, une pensée profonde chrétienne. Moi j'ai eu des discussions avec lui, il m'intéressait énormément parce que c'était une pensée extrêmement progressiste politiquement, mais en même temps très enracinée dans une dimension où il y avait noir, qui avait cette idée, il avait partagé avec d'autres cette idée, il avait suivi le mouvement de cette idée de donner une âme à l'Europe. Donner une âme, qu'est-ce que c'est? C'est donner du sens, donner un liant, ce qui fait dans une nation ce qu'on appelle la constitution d'une nation, c'est ce qui fait que les gens sont ensemble, qui va donner du liant, ce qu'on appelle en anglais the narrative, ce qui est en français c'est cette histoire commune qui nous fonde ensemble, qui a des racines, une source, une origine commune. Et donc il faut bien comprendre ça, parce qu'à un moment donné, il y a eu crise autour de ces questions-là. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait dans notre récit commun, qu'est-ce qui est commun dans le commun? Qu'est-ce qui fait que nous sommes européens? Au bout du compte, si vous vous promenez à travers l'Europe et que vous passez de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, si vous allez du Sud au Nord, si vous voyez les traditions de l'Italie et que vous les comparez aux traditions culturelles de l'Allemagne, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la différence. Il y a de la différence, mais de la différence profonde, c'est-à-dire de la différence dans les sensibilités. Qu'est-ce qui fait le commun? Et donc ce qui a été mis en évidence, ça a été ces racines, le rationalisme, la pensée sécularisée, et puis la tradition chrétienne, et c'est intégré à ça, bien entendu, comme je vous l'ai dit, la tradition juive. Et ces éléments-là qui ont fait crise, ils ont fait crise dans le dialogue que l'Europe a avec elle-même. Parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que l'Europe, elle a un problème entre elle et elle, ce qui est son essence, son identité. Raison pour laquelle, encore une fois, c'est vrai pour l'Europe occidentale. Encore une fois, si vous voyez à l'heure où je vous parle, les propos britanniques sur l'expérience récente des élections françaises, eh bien vous voyez que vous comprenez une histoire. Oui, la perfide Albion, ça veut dire quelque chose. Oui, il y a une histoire qui a été, c'est vrai, c'est pas loin. Hein. Quand vous atteignez 50 ans, vous vous souvenez que 50 ans, c'est rien. C'est rien, 50 ans dans la vie. C'est-à-dire que ça passe tellement vite, c'est à nos portes, un siècle, qu'est-ce que c'est 2 fois 50 ans, c'est rien. Historiquement, c'est rien. Et les blessures historiques, elles sont très très longues. Et donc vous percevez, à la lumière de ce que vous voyez en Europe, que ça reste quelque chose d'extrêmement vif, que tout peut réveiller d'une certaine façon. Et là, en même temps, vous voyez en Europe de l'Est une perception de l'Europe qui est aussi une perception qui est blessée, au sens où, parce que nous n'avons pas eu le même développement économique, on nous supposerait une espèce de passé, de dépassement culturel, d'un manque de progrès, et donc on serait à la traîne culturellement et religieusement parce qu'on n'a pas le même développement économique. Donc il y a un vrai passif de l'Europe avec elle-même. S'ajoute à cela une chose qu'il faut mettre en évidence, et il faut se rendre compte, c'est que la présence de l'islam et la présence des musulmans, des nouveaux citoyens européens de confession musulmane, va agir comme un révélateur. Et là, d'anciennes crispations, d'anciens traumatismes vont réapparaître. Vous savez ce qui est le révélateur dans l'histoire des jeux? À des moments donnés, ça c'est la psychologie, la psychanalyse vous le dit souvent, quand vous êtes un individu, parfois vous rencontrez quelqu'un qui vous fait penser à quelqu'un de votre passé, ça peut être votre mère et votre père, et il réveille les vieux traumatismes. Et vous ne savez pas pourquoi réagir avec lui, mais c'est pas lui, il a juste révélé le passé. Il a révélé la blessure ancienne. L'islam est le révélateur de traumatismes très profonds dans la conscience européenne. Si
faut qu'on comprenne ça, parce que parfois nous on parle et on dit mais pourquoi tu m'entends pas? Je dis c'est pas qu'il vous entend pas, c'est plus loin, c'est-à-dire que c'est très profond. Et l'islam ne vient que révéler ce problème-là. Et beaucoup de musulmans disent nous, il me reste que 5 minutes, c'est vrai? Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Donc l'islam est révélateur pour 3 minutes. Et il révèle la question des racines, il révèle la question de l'identité, puis il révèle aussi la question de l'avenir. Parce que quand vous posez la question de quelles sont nos racines, quand vous posez la question de savoir quelle est notre identité, vous êtes en train de vous poser la question de savoir qu'allons-nous devenir ensemble et qu'allons-nous devenir avec cette nouvelle présence. Troisième des points que je voulais mettre en évidence, c'est que cette présence, elle va révéler ce que je disais des contradictions. Et il y a des courants qui sont importants. Il y a le courant rationaliste et sécularisé, et sécularisant, et il ne faut pas le confondre, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui vont se référer dans la tradition des Lumières à la rationalité, c'est-à-dire le courant des Lumières, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous n'avons pas besoin de religion pour produire de la valeur. Les valeurs viennent de notre intelligence. Elles peuvent venir de la raison humaine. Et en même temps, certains ont dit que humaine, elles peuvent venir, on n'a pas besoin de l'Église, ce qu'étaient les théistes et ce qu'étaient les déistes, c'est-à-dire la tradition de Rousseau et de Voltaire. Voltaire n'est pas anti-religieux, il est anti-Église, il est anti-clérical. La même chose pour Rousseau, il dit enlevez l'Église, gardez les valeurs. Oui, parce qu'il y a un problème d'autorité, de pouvoir. Et donc là, on est en train de parler des racines. Et donc il y a un mouvement, il ne faut pas confondre la tradition occidentale, comme certains aujourd'hui, parce que certains récupèrent l'histoire, on a certains rationalistes ou libre-penseurs aujourd'hui qui nous font penser que pour être libre-penseur aujourd'hui, il faut être rationaliste sans Dieu. Et ils ne connaissent même pas leur histoire intellectuelle. C'est de la spoliation. Il y avait des rationalistes avec Dieu. Oui, Rousseau est profondément croyant, mais il est anticlérical. Il en veut à l'Église d'avoir spolié. L'ingénu de Voltaire, c'est quelqu'un qui revient dans l'eau et dit mais il faut faire comme c'est écrit dans la Bible, pas comme nous dit l'Église. Il met en contradiction l'Église en allant chercher le baptême dans l'eau. On disait mais c'est comme ça que ça se faisait dans la Bible. Donc en fait, qu'est-ce que fait Voltaire? Voltaire, il n'est pas anti-Dieu, il dit Dieu a fait l'homme à son image et on le lui a bien rendu au sens qu'on l'a volé, on se l'est fait. Donc il est anti-institution. Mais aujourd'hui, on a un nouveau discours philosophique qui va tout confondre, qui va, au nom de la faculté, rejeter l'institution et la foi, comme si, exactement ça. Donc on a un vrai problème en Europe. Et là, il faut que vous vous rendiez compte en quoi une position avec des chrétiens aujourd'hui qui sont croyants et rationalistes, avec des musulmans croyants et rationalistes, ça pose un vrai problème à ceux qui vous disent pour être rationaliste, il ne faut pas être croyant. Et qui disent que l'objectivité de la raison passe par la disparition de la foi. Et nous, on dit le contraire. On dit d'abord, l'objectivité de la raison, ça n'existe pas. D'abord, ça n'existe pas. Et qu'il faut questionner la raison avec tous les outils possibles, et la foi en est un. Pourquoi? Parce que la foi, elle pose le sens, et elle ne se suffit pas de l'instrument. La raison peut produire des valeurs, mais elle peut être instrumentalisée, et donc il faut toujours poser la question de l'éthique. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on pose le débat. Il ne faut pas simplement qu'on tombe dans l'institutionnel et superficiel. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est en train de toucher quelque chose qui est vraiment l'identité fondamentale de la conscience intellectuelle et de la conscience spirituelle de l'Europe, qui est notre continent, qui est notre société aujourd'hui, et qui est notre récit commun. Et notre récit commun, il doit passer par ça. Et que ça amène également toute cette idée du christianisme et du judaïsme. C'est l'autre pôle qui serait par opposition au rationalisme. Et donc là aussi, la mémoire, on en a déjà parlé ici, la mémoire sélective qui consiste à oublier qu'il y avait d'autres traditions, que la tradition juive et chrétienne, cette réalité. Et vous allez vous rendre compte d'une chose qui est très très importante. Parce que là, on est au cœur du débat. Et au cœur du débat, si on oublie le cœur du débat, on va se disputer à la périphérie. De quoi j'ai parlé? J'ai parlé du rationalisme et de la sécularisation, et j'ai parlé des chrétiennes, ou en tout cas présentées. Écoutez le discours de tous les populistes aujourd'hui, tous les populistes occidentaux, c'est les deux racines sur lesquelles ils travaillent. C'est-à-dire que soit vous avez des populistes qui sont strictement rationalistes et qui vont travailler sur le fait que l'Europe est la civilisation des Lumières, et tout
tout le religieux est problématique, et vous avez des populistes qui vont dire « Ah non, vous, musulmans, vous êtes à l'extérieur de notre champ de référence. Par définition, nous sommes ou juifs ou chrétiens, c'est ça l'âme de l'Europe. » Donc en fait, les deux socles très profonds qui ont posé problème dans la constitution de l'Europe vont être réintégrés à un discours simpliste des populistes, mais il marche. Il marche très bien, pourquoi? Parce qu'on vous dit, si vous avez la foi, vous ne pouvez pas être complètement rationaliste, donc vous êtes perdu pour la cause des rationalistes et des laïcs, pour parler en termes du français reconnu. Et puis, si vous êtes musulman, par définition, vous n'avez pas vécu l'évolution du judaïsme et du christianisme constituant l'Europe. Donc vous êtes dans les deux cas hors du champ. Le populisme décide toujours et qui est eux. Et qui est eux, c'est les musulmans qui sont forcément en dehors des deux zones de tension. Que je font ça, et c'est pour ça que ça marche. Donc si vous rentrez dans ce débat à la surface, à la périphérie, vous ne comprenez pas l'enjeu profond, qu'on vous a mis à l'extérieur parce que le rationalisme... Mais c'est même pas une chose qui touche que les musulmans, ça touche certains chrétiens quand on les interpelle sur le rationalisme, on les met à l'extérieur du champ. Et alors comment est-ce qu'on les réintègre à l'intérieur? On dit oui, mais l'Europe est aussi juive et chrétienne, donc ils rentrent par une porte, on leur a fermé une fenêtre, mais les musulmans, ni la fenêtre, ni la porte. Dehors. Et ça, c'est une façon, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que dans les deux cas, et les rationalistes, et les juifs, et les chrétiens, qui accepteraient cette équation, en fait, ils peuvent penser qu'ils sont dedans, mais ils sont enfermés dedans. Ils ne sont pas libres dedans, de pouvoir être... Donc ils jouent, et en fait, ils sont contre leurs propres valeurs. La tradition chrétienne, la tradition juive et la tradition rationaliste d'ouverture, quand elle se ferme dans le populisme, travaille contre elle-même. Le populisme, c'est la trahison fondamentale du rationalisme, du christianisme et du judaïsme. Fondamentalement, c'est ça. Mais c'est un travail de récupération historique. Donc nous, il faut qu'on comprenne ça. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est clair ce que je dis? Oui. Il va où, lui? Non, je ne plains pas. J'essaie d'être au centre et de revenir maintenant à la périphérie des discussions. Et je termine à peu près. Je termine. Simplement, ça m'amène à dire ce qui va sortir de tout cela, c'est quatre choses. La première des choses, c'est cette idée qu'aujourd'hui, dans l'espace public, au nom de cette histoire du rationalisme et au nom du fait que c'est une tradition juive et chrétienne, dans l'espace public, il y a le religieux. Ce qui est une profonde imposture. Il n'y a jamais eu d'absence du religieux dans l'espace public. Par contre, il y a eu séparation des autorités. On a admis que dans l'espace public, on y était présent, mais on ne s'imposait pas aux autres. D'accord? Mais ce qui a été de ne pas s'imposer aux autres a été l'effacement de la visibilité. Comme si dans l'espace public, pour montrer que vous êtes d'accord avec l'espace public, vous deveniez invisible. D'accord? Ça, c'est un premier élément. La deuxième des choses, c'est ce qu'on enseigne. Absence dans l'enseignement, c'est-à-dire il faut qu'on n'enseigne plus le fait religieux, ou alors dans des écoles privées. Mais l'enseignement du fait religieux comme participant de notre mémoire, ah non, c'est pas assez rationaliste, et c'est trop lié à la foi des gens. Donc, l'école de l'objectivité ne parle pas des subjectivités spirituelles. C'est complètement idiot. L'objectivité, c'est toujours de reconnaître les subjectivités qui constituent l'espace public. Ou alors c'est du... Vous me suivez là? Sinon c'est du mensonge, c'est n'importe quoi. Depuis quand est-ce qu'on va penser un espace neutre où il n'y aurait rien? On ne peut pas penser un espace neutre, c'est là où il y a tout. Donc il faut parler de tout, il faut parler de la neutralité de ceux qui les accueillent. Parler de ce tout neutre, c'est penser par exclusion. Et au bout du compte, vous ne pouvez, dans un espace neutre qui ne parle pas de la diversité, que produire du conflit. Parce que vous ne produisez pas de la connaissance. La neutralité, elle ne se gère que dans la connaissance de la diversité, pas dans l'ignorance de la diversité. La neutralité plus l'ignorance, c'est une promesse de conflit religieux et une promesse de conflit culturel. Par définition. Pourquoi? Parce que chacun va essayer d'y trouver sa référence. Donc on est dans un jeu d'exclusion, on est dans un jeu de pouvoir. Et ceux qui pensent dominer, ce sont ceux qui sont dans ceux qui se traduisent comme nous sommes là, le pays d'accueil. Alors ça allait pendant 20 ans, mais quand le pays d'accueil est le pays de résidence, et quand le pays de résidence devient le seul pays qui soit, eh bien on est dans un jeu de conflit très profond. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça c'est le deuxième élément. Il faut me donner 3 minutes encore. 3. L'autre chose qui est dans la psyché collective, c'est l'idée du progrès et de la tradition. C'est-à-dire que
nous sommes dans une société de progrès, il faut enseigner le progrès, il faut enseigner le savoir-faire, il faut enseigner la maîtrise des techniques, et puis finalement, les traditions, par définition, sont conservatrices, c'est les éléments du passé. Et là, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important, c'est que vous allez vous apercevoir tout le progrès, mais que le discours de beaucoup de populistes est d'être conservateurs sur certains domaines. Ils sont très conservateurs sur certains domaines et très... Alors, vous pouvez avoir des gens qui sont très très en retrait. Donc, on est dans une philosophie, une contestation de tout ce qui pourrait être les éléments de la tradition. Mais c'est quoi les éléments de la tradition? Qui vont disparaître du discours religieux et qui vont disparaître du discours scolaire et qui vont finalement être vraiment problématiques. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Extrêmement difficile aujourd'hui de reparler de la question de la discipline et de l'autorité par regarder dans les écoles. On a un vrai problème avec ça. La réinstauration d'une question de la discipline et de l'autorité. C'est-à-dire, attends, tu es peut-être au centre de l'école, mais je reste ton prof. Et ton prof, il te dit, tais-toi. Tu écoutes et tu travailles. Vous savez, cette dimension de la discipline, cette idée que pour être libre, il ne faut pas avoir de limites, c'est le contraire. La seule façon d'être libre, c'est de connaître ses limites, c'est pas de les nier. Donc, la question de la tradition de la discipline, ça disparaît. Et nous, de ce point de vue-là, dans le débat, il faut qu'on se rende compte de qu'est-ce que ça veut dire, la question de l'autorité. L'autre chose aussi qui est importante, c'est la dimension, ça a été dit tout à l'heure, la question de la famille, et puis la question de l'éthique, des valeurs, de la morale. Il y a des valeurs, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ma liberté, c'est de choisir ce que je fais, c'est pas de faire n'importe quoi en pensant que je suis libre de le faire. Vous voyez, toutes ces dimensions dans la tension, ça c'est très profond, et la présence musulmane révèle tout ça. Révèle tout ça parce que tout à coup, il va y avoir une nouvelle visibilité. Et de juifs, et beaucoup de spiritualité, tout ce que je vous dis là, on est d'accord sur la discipline, sur la famille, sur l'éthique, mais ça se vivait dans l'invisible. Ça ne se vivait pas sur la place publique, parce qu'on a finalement été contraint à vivre avec ces valeurs-là, mais à ne pas forcément les rendre trop visibles. Pourquoi? Parce que ça donnait l'impression qu'on était pas forcément. Et puis, la conséquence de cela, qu'est-ce que c'est? C'est la baisse de la pratique. La baisse de la pratique pratiquement dans les deux traditions. Donc on a des minorités qui pratiquent et une visibilité de la pratique qui disparaît. Les églises se vident et il y a tout ce discours-là. Et il y en a qui viennent vers vous aujourd'hui au nom de la rationalité, au nom des racines juives et chrétiennes, et qui vous disent on a un problème avec vous. C'est que pendant que nos églises se vident, vos mosquées se remplissent. Mais il faut entendre ça très profondément. Moi il faut être très très sensible à ce que veut dire quelqu'un qui est en train de vous dire ça, de dire, attendez, nos racines se perdent et vous, dans l'exil, vos racines se retrouvent. Vous vous retrouvez là où nous, on se perd. Alors on peut s'asseoir, comme certains musulmans, et dire, soyons honnêtes, il y en a qui dit, tu vas voir ça, c'est bien, tout ça avance. Ou alors on peut... Non mais parce que, attendez, il y en a certains qui comprennent que la qualité de la foi se mesure au nombre de convertis. Ça, c'est une pensée simpliste, mensongère. La question, c'est que dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, le vrai défi, c'est combien on sera capable de parler du fond ensemble, pas de compter les fidèles. Et ça nous a été dit dans notre tradition. Un jour, vous serez des millions, vous ne valerez pas davantage que l'écume sur la surface de l'eau. C'est pas le nombre, c'est la qualité. Vaut mieux être peu avec des chrétiens et des juifs qui comprennent l'éthique que d'être des millions et on ne comprend rien. Et on est uniquement en train de calculer combien on est. Je veux dire, attendez, si c'était une question de nombre, avec le nombre de gens qui viennent dans nos mosquées le vendredi, la qualité de la présence musulmane en Europe, ça se saurait. Ben, ça ne se sait pas. Parce que le nombre ne change pas la question de la qualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui pose la question. Et ma conclusion... C'est une technique égyptienne. Donc... Ma conclusion, c'est qu'on prenne conscience de ça. Qu'on prenne conscience de ça et qu'on soit capable, dans notre travail, sachant qu'on réveille, d'avoir une vraie discussion sur ces fondamentaux-là. Et qu'il y ait d'abord, parce que c'est aussi un rapport de pouvoir avec certaines institutions, qu'il y ait un vrai travail sur les racines, qu'il y ait un vrai travail sur les identités, qu'on soit capable de montrer la diversité de ces identités-là, qu'on soit capable d'intégrer au débat un
vrai débat sur la présence du judaïsme et du christianisme dans l'identité européenne, qu'on ne laisse pas à certains rationalistes cette espèce de colonisation du fait culturel et de l'histoire. Ça, il ne faut pas laisser. Mais ça, les musulmans doivent comprendre que ce n'est pas simplement en mettant l'islam au cœur du débat, c'est en mettant le christianisme et le judaïsme au centre du débat. Parce que tous, nous serons victimes de la même colonialisme si nous n'intégrons pas au débat la question juive, la question chrétienne, la question bouddhiste, la question du sens dans nos institutions. S'exprimer, et puis au revoir, au salam alaikum. D'accord? Au shalom, si vous voulez en plus vous ajouter toutes les religions, parce qu'alors là il y a tous les enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans le. Mais ce n'est pas ce dialogue. Il faut, et nous, de ce point de vue-là, au niveau des institutions politiques, il faut comprendre qu'il faut que nous amenions ce dialogue-là partout où nous pouvons. Mais pas un dialogue de prétexte. Pas un dialogue qui est simplement un dialogue sur on est gentil, on s'aime bien. Non, sur les fondamentaux de notre société. Sur la vraie présence de la religion dans l'espace. Sur les vraies questions. Oui, mais bien sûr, j'ai le droit. Je veux dire, moi j'ai écrit dans le texte la réforme radicale que nous n'avons pas le même problème que certains chrétiens sur la question de l'avortement, ou de la contraception, ou de l'amour, ou de la famille. Mais on a le droit de poser toutes ces questions-là. Tant qu'on n'impose rien à personne, on a le droit de poser les préoccupations. Ça se pose ces questions-là, sur la question de la discipline, sur la question de comment on est avec les jeunes. Qu'est-ce que c'est une école dont le centre est l'enfant? D'accord, mais qu'on pose des vraies questions. Quel type d'école? Vous voyez, ça, la religion, la conscience religieuse, elle a le droit de poser ces questions puisqu'elle touche au sens. Donc on doit pouvoir être partie prenante de ce débat-là, de ce dialogue-là. Et donc c'est là où nous devons comprendre, en tenant compte de ce passif-là, en tenant compte de ces blessures historiques-là, quelle peut être notre utilité, notre contribution. Et moi je termine par cela. Beaucoup de nos interlocuteurs sont en train de transformer, bon gré mal gré, beaucoup, la présence de l'islam comme un problème. Et il y a certains de nos interlocuteurs en Europe qui ont compris en quoi la présence des musulmans était un facteur de contribution déterminante sur le fond de notre avenir commun. Ceux-là, ce sont nos partenaires. Il y a énormément de femmes et d'hommes qui ont bien compris. Il se peut bien que l'islam, par sa présence, nous renvoie à nos vraies questions de préoccupation de chrétiens, de juifs, de bouddhistes, et qu'on devrait pouvoir parler de ceci ensemble. Ceux-ci, ce sont nos partenaires. Il faut les trouver, au lieu de mettre tous les Européens dans le même paquet, ou de penser qu'il n'y a qu'un courant. Le courant dominant n'est dominant que par la force qu'il a de faire croire qu'il n'y a pas de courant minoritaire, qu'il n'y a pas d'autres courants. Or, quand on parle comme ça, je vais vous dire une chose, quand on parle comme je vous parle, on trouve en Europe qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont d'accord avec nous. Nous ne sommes pas un courant marginal et minoritaire en termes de valeurs. Il y a énormément de femmes et d'hommes qui comprennent ce que je suis en train de vous dire et qui sont prêts à ce dialogue-là. Il faut institutionnellement, et là je suis complètement d'accord, que nous le fassions. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que le pouvoir politique va forcément toujours dire on a un problème avec les musulmans parce que vous n'avez pas d'église qui vous représente. Alors il y a deux problèmes ici. Le premier problème, c'est que c'est vrai que nous sommes les champions de l'indécision quant à qui va représenter ou qui va parler. Et qu'il faut de ce point de vue-là que nous acceptions qu'il y ait une diversité. Moi, encore une fois, vous êtes là nombreux dans cette salle, je ne représente pas toutes les sensibilités musulmanes. Il y en a même qui m'ont mis à l'extérieur de l'islam et on est tous dans cette situation-là. Tous, chacun, autant que nous sommes ici. Donc il faut admettre une diversité. Cette diversité doit pouvoir aussi dialoguer entre elles et pouvoir aussi dialoguer avec d'autres institutions. Mais il faut qu'on sache aussi qu'il y a certains, ils utilisent ceci contre nous. Ils disent, vous n'êtes jamais d'accord. Oui, il y a des relations de pouvoir et ils ont envie de, je veux dire, et ils sont